C'est une journée organisée par Solidarité. Solidarité qui est un mouvement qui existe dans le panorama suisse depuis une vingtaine d'années sur différents cantons, en particulier en Suisse romande. Et c'est surtout, je dirais, un mouvement anticapitaliste. C'est un mouvement anticapitaliste et féministe, parce qu'on ne peut pas être féministe, parce qu'on ne peut pas vouloir un changement majeur de société sans être féministe. Voilà, c'est le sens même de notre combat. Alors, les combats que l'on a ces dernières années, ces 2 ou 3 dernières années menés dans le monde entier et qui sont arrivés jusqu'en Suisse, c'est aussi la place que prennent les mobilisations des femmes, puisque pour défendre un féminisme inclusif et conséquent, eh bien, il faut à la fois réfléchir et fusionner la réflexion et l'action. Je pense que le féminisme est sans doute l'une des orientations majeures de cette fusion. Le féminisme, c'est aussi pour nous, et je pense pour nous toutes, une remise en question constante des certitudes. C'est un élément corrosif du système capitaliste et patriarcal dans lequel nous vivons, et c'est pour ça que la conservation s'organise et s'organise toujours plus fortement à mesure que nos mobilisations à nous sont plus fortes. On le voit au niveau international, au niveau de l'extrême droite et des conservateurs au niveau international. On l'a vu majoritairement à Vérone le week-end dernier avec le Congrès mondial des familles et surtout avec la vague majeure de dizaines de milliers de femmes venues du monde entier défendre le féminisme que nous souhaitons défendre. Le féminisme, c'est aussi une exigence absolue de transformation sociale, une exigence absolue et radicale de transformation sociale. Et c'est autour de ces différents éléments qui structurent le féminisme au niveau transnational que nous avons décidé d'organiser ces rencontres féministes internationalistes. Et elles ont été aussi, en quelque sorte, en sourdine, portées au niveau international par la conscience acquise de la nécessité de s'organiser internationalement ou de manière transnationale pour mener nos combats. Et tout récemment, un manifeste pour un féminisme, pour une internationale féministe a été diffusé, un manifeste pour une internationale féministe dont on a ici dans cette salle une partie des signataires. Je veux juste vous lire les quelques éléments que j'ai trouvés clés dans ce manifeste qui vise à construire une internationale féministe. Alors pour la 3e année consécutive, les femmes et les personnes queer du monde entier se mobilisent contre les féminicides et toutes les formes de violence de genre pour l'autodétermination sur leur corps et l'accès à un avortement sûr et légal, pour un salaire égal à travailler égal, pour la liberté sexuelle. Elles se mobilisent également contre les murs et les frontières, les incarcérations massives, le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme, l'expropriation des terres des communautés autochtones, la destruction des écosystèmes et le changement climatique. Pour la 3e année consécutive, la vague féministe nous donne de l'espoir et une vision pour un avenir meilleur dans un monde qui s'écroule. La nouvelle vague féministe transnationale est inspirée par le Sud, dans le sens géographique mais aussi politique, et elle est nourrie par chacune des régions en conflit. C'est pourquoi elle est anticoloniale, antiraciste et anticapitaliste. À partir du 8 mars, l'heure sera venue pour notre vague d'aller de l'avant et d'appeler à des rencontres et des assemblées internationales des différents mouvements afin de devenir le frein d'urgence capable d'arrêter le train du capitalisme mondial qui descend à toute vitesse vers la barbarie, entraînant à bord l'humanité et la planète. Nous devons devenir le frein d'urgence capable d'arrêter le capitalisme mondial. C'est l'objectif que les mouvements féministes, dont les féministes qui sont ici et qui vont parler dans cette salle se sont fixés. C'est l'objectif que nous nous sommes fixés aussi à Solidarité, et c'est l'objectif parce que c'est vers cet horizon de lutte, avec une nouvelle vague féministe qui est sans doute les mobilisations climatiques qui sont
le nouvel horizon et le nouvel avenir pour les mouvements comme les nôtres. Alors je remercie vraiment toutes d'être venues même de très loin, d'avoir eu des nuits un peu difficiles et d'être ici présent pour parler avec nous. Je vous remercie. Donc on va commencer cette première plénière sur la grève des femmes. On aimerait faire un état des lieux de ces grèves de femmes. Comme vous le savez, depuis 2016, on assiste à des grèves et des manifestations féministes d'une ampleur inédite. En 2016, en Pologne, on a vu 100 000 femmes débrayer et descendre dans la rue pour lutter contre l'interdiction de l'avortement. Ensuite, en Argentine, on a eu des mobilisations vraiment massives concernant le féminicide de Lucia Pérez, un mouvement qui a donné lieu au grand mouvement de No Una Menos. Ensuite, on a eu des vagues de mobilisation qui se sont répandues sur les différents continents, Italie, Espagne, Mexique, Argentine, Pérou, Turquie, États-Unis, etc. Donc vous les connaissez. Donc on a voulu faire cet atelier aujourd'hui qui tourne autour de la grève parce que, évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que les mouvements féministes ne sont pas en train de réinventer des nouvelles formes de faire la grève? On a effectivement une démocratisation de la manière de faire grève qui donne une ampleur beaucoup plus importante à ces mouvements-là parce que dans ces nouvelles grèves, on inclut aussi des personnes qui sont hors du travail, donc dans le non-travail. On a aussi un élargissement des revendications, donc on n'est plus sur des revendications qui tournent uniquement sur les questions de salaire ou d'horaire, mais les revendications sont élargies aux questions de harcèlement sexuel, aux questions de migration et surtout, très important, aux questions de la reproduction sociale. Et quand on parle de reproduction sociale, évidemment, c'est directement lié au travail et ça fait que les mouvements féministes inclus dans la grève se battent contre les offensives néolibérales qui s'attaquent à la santé, à l'éducation, aux retraites, etc. Donc, aujourd'hui, pour faire un état des lieux des mouvements féministes qui s'insèrent dans des mouvements de grève, on a invité Julia Camara, qui vient d'Espagne. Donc, c'est la porte-parole de la coordination espagnole du 8 mars. Comme vous le savez, on a eu un changement qualitatif au niveau des luttes qui est très important en Espagne l'année passée, le 8 mars, puisque c'est 5 millions de femmes qui ont fait grève, c'est 5 millions, qui ont fait grève en Espagne. Donc il y a vraiment un saut qualitatif très très important. Julia Camara est aussi membre de Anticapitalistas en Espagne. On aura pour l'Italie Nadia Demonde. Donc Nadia Demonde, elle est enseignante, féministe, marxiste. Elle est très engagée dans les mouvements de solidarité internationale puisque c'est l'une des fondatrices de la Marche mondiale des femmes. Elle milite pour le mouvement No Una di Meno, donc qui concerne les questions de féminicide vis-à-vis des femmes. Et elle est aussi membre du réseau Fuori Mercato. Ensuite, on va aller vers les petits pays européens hyper industrialisés et fortement capitalistes, avec Pauline Forge, qui nous vient de Belgique et qui est membre de la gauche anticapitaliste en Belgique, et Tamara Knitzevich, qui est membre de Solidarité en Suisse et qui est très très impliquée dans la coordination romande de la grève féministe qui se prépare pour le 14 juin prochain. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Julia Camara. Donc, chacune des intervenantes va parler pendant 15 minutes environ, et puis après, on laissera la parole au débat avec la salle. Donc, Julia, je te passe la parole. Premièrement, je voudrais remercier les camarades de Solidarité pour organiser cette journée. Je crois que ça va être une très intéressante journée de débat et d'apprendre les unes des autres. Et aussi, j'ai eu l'opportunité les dernières années et demie de venir ici plusieurs fois. Et je connais beaucoup le travail que les femmes de Solidarité sont en train de faire pour la construction de la grève ici. Je crois que c'est un travail très intéressant, très important. Alors, je vous remercie beaucoup l'opportunité d'être ici une autre fois. Et bon,
Je trouve très intéressant ces panneaux dans une perspective internationale parce que l'une des caractéristiques plus importantes des mouvements femmes, des mouvements féministes maintenant, c'est l'internationalisme. Nous-mêmes, dans l'État espagnol, les mouvements féministes dans l'État espagnol est né de l'internationalisme. Parce que nous sommes rencontrés la première fois et nous sommes commencé à réfléchir sur la possibilité d'organiser aussi la grève femme dans l'État espagnol et en regardant l'Argentine. Ça a été l'Argentine, le premier pays qui est appelé à la grève. Et nous avons commencé à parler pourquoi pas ici. Ça a été un peu les commencements. Alors, nous sommes nés grâce à la force internationale des mouvements féministes. Et la vérité, c'est qu'il y en a plusieurs pays qui sont nés après nous, aussi grâce à l'internationalisme et aussi grâce à nous regarder à nous ou à l'Italie. L'Italie était l'autre de notre exemple quand nous avons commencé à parler de ça. Nous, dans l'État espagnol, nous avons organisé la grève féministe pour des années. Les chiffres qu'Isabelle donnait étaient de l'année antérieure, de 2018. La vérité, c'est que cette année, la grève a été encore plus grande. Et les chiffres officiels, je veux dire des syndicats officiels qui n'appellent pas à la grève, sont de 6 millions de grévistes cette année. Alors, voilà les chiffres officiels, c'est énorme. Bien sûr, la plupart des grévistes sont des secteurs publics, les emplois les plus faciles pour aller à la grève. Mais quand même, c'est très important d'avoir ces numéros. Et les manifestations ont été énormes cette année aussi. Et les chiffres officiels sont 350 000 personnes à Madrid, et 260 000 personnes à Barcelone, et 200 000 à Saragosse, qui est la ville où laquelle j'habite. Alors, les chiffres sont énormes. On peut imaginer un peu la dimension globale du phénomène. Mais à part les momentum de la grève féministe est aussi un point décisif pour repenser le concept de la grève. Pour moi, voilà le point fondamental de tout ce débat, c'est de repenser le concept de la grève, parce que la grève féministe vient à démocratiser le concept de la grève et vient à agrandir le concept de la grève. Et par le procès de questionner qu'est-ce que c'est le travail. Qu'est-ce que c'est le travail, ça a été la question fondamentale que la grève féministe vient à poser sur les panneaux politiques et vient à poser ces questions par le procès de populariser en question que les féministes marxistes des années 60 avions déjà dit. Et voilà pourquoi le travail reproductif n'est pas du travail. Ça a été la question que la grève féministe a posée. Et voilà la manière dans laquelle la grève féministe s'est construite. Par la réappropriation des concepts de grève et par le questionnement de qu'est-ce que c'est le travail reproductif. Parce que la grève féministe, c'est surtout une grève du travail reproductif. C'est les points les plus importants. Nous, dans l'État espagnol, nous avions eu, dans notre procès de construction, beaucoup de rencontres féministes à niveau estatal ou national, quand l'on dira ici. Beaucoup de rencontres à niveau national. Dans chaque rencontre, nous nous sommes trouvés 400, 500, 600 personnes, femmes en concret. Et voilà, les rencontres féministes nationales sont été les espaces
les plus importantes des décisions. Les deuxième rencontre féministe nationale, ça a été en janvier 2017. Et là, on a pris la décision d'aller à la grève. On peut dire que ça a été le moment fondateur des procès de grève. Et de ce moment, la chose la plus importante pour nous, ça a été la conceptualisation d'un concept d'une chose nouvelle. Et ça a été le concept de la grève féministe. Parce que la grève féministe n'est pas seulement une grève générale classique avec des femmes, c'est une autre chose. Et voilà le travail que nous sommes en train de faire, c'est la reconceptualisation de qu'est-ce que c'est la grève féministe. Alors, pour nous, la grève féministe, c'est une grève qui va plus loin que la grève générale classique, parce que la grève générale classique est limitée dans le monde du marché du travail. Et ce que nous, comme féministes, posons en question, c'est que le travail des femmes n'est pas majoritairement dans le marché du travail. Bien sûr, nous sommes dans le marché du travail, mais la plupart du travail que l'on fait, c'est du travail irrégularisé et avec pas de bonnes conditions. Alors, formellement, on a le droit d'aller à la grève, mais dans la réalité, on n'a pas. Mais d'un autre côté, la plupart des femmes nous font un travail fondamental, c'est le travail reproductif, qui n'est pas dans le marché du travail et qui n'est pas même considéré comme un travail. Alors, la grève féministe est plus qu'une grève générale classique. Et c'est pour ça que l'on dit grève femme, mais aussi et surtout grève féministe, parce que le terme féministe veut re-questionner toutes ces dimensions du travail reproductif. Et nous avons construit la grève dans 4 manières, on peut dire. C'est la grève laborale, la grève travail classique, voilà. La deuxième est la grève étudiante, une autre manière de grève un peu classique aussi, mais très important. Et après, nous avons la grève de consommation, par laquelle l'on veut questionner le rôle des femmes. Premièrement, les rôles reproductifs des femmes qui font la consommation pour la famille, les achats pour la vie, etc. Mais aussi comment nous-mêmes, les femmes, nous sommes été convertis dans un objet de consommation. Alors voilà la double tâche que nous posons avec ces manières de grève. Et l'autre manière de grève, c'est la grève reproductive et la grève des soins. Voilà. Et la grève des soins, ça a été pour nous la plus difficile à construire, mais aussi la plus importante dans une perspective théorique, mais aussi féministe. Et la grève des soins nous pose une question qui vient à planter comment est-ce que l'on peut arrêter les soins, comment est-ce que l'on peut arrêter le travail reproductif sans vraiment paralyser la vie. Parce que voilà, le slogan de la grève féministe est si nous nous arrêtons, la vie s'arrête, le monde s'arrête. Mais voilà, vraiment, on ne veut pas que la vie s'arrête. C'est problématique ça. Parce que bon, dans sa manière symbolique, c'est tellement fort le slogan, mais dans la réalité, il est exactement égal de fort. Alors, tout le travail reproductif que les femmes nous faisons, c'est pas seulement de cuisiner pour les hommes de notre vie, voilà, mais aussi de donner des soins à des personnes dépendantes, des personnes âgées, des enfants très petits. Alors, il y en a toute une dimension là qui ne peut pas s'arrêter vraiment, parce que d'une certaine manière ou de l'autre, nous ne voulons pas l'arrêter pour ses implications. Alors, c'est une question vraiment forte,
ceci que la grève des soins pose. Et nous avons expérimenté différentes formules pour la répondre. Et, avec une perspective qui vient à comprendre que notre objectif, ce n'est pas seulement de faire la grève, mais notre objectif, c'est d'imaginer et de commencer à construire une autre manière d'organiser la société. Une autre manière d'organiser la société où tout le travail productif et reproductif n'importe pas, tout le travail socialement nécessaire pour la vie sont compartis par toutes les personnes. Voilà. Alors, les différentes manières d'expérimentation que nous avons eues pendant la grève sont dans les quartiers populaires, nous avons organisé des points avec de la nourriture, mais aussi des points avec des activités pour les enfants, pour aider les femmes avec des enfants, voilà, pour les aider à aller à grève. Ces points avec des activités pour des enfants ouverts toute la journée sont été gérés par des hommes. Alors, c'est un point très intéressant parce que ça a été aussi une manière d'incorporer, d'inclure les camarades hommes féministes qui voulaient participer au mouvement. Ça a été une manière très intéressante de les faire participer dans la construction de la grève par nous aider à aller à la grève. Ça a été un peu la formule que nous avons expérimenté. Et aussi, nous avons eu un grand travail dans la construction de la grève, de la grève laborale dans un sens classique. Nous avons eu des réunions nationales avec presque tous les syndicats du pays. Cette année, la chose a été un peu plus facile parce qu'ils avaient déjà la pression de l'année antérieure. La réalité, ça a été pareil que l'année antérieure. En vrai, il y en a moitié des syndicats, les plus touristes et les plus rochistes, qui sont appelés à la grève générale, et à notre moitié, les syndicats les plus grands, les plus importants, les plus réformistes, qui n'ont pas appelé à la grève générale, mais qui ont appelé à une grève de 2 heures seulement pendant le matin ou 2 heures pendant le soir. Mais bon, les numéros sont là. 6 millions de personnes sont allées à la grève. Et aussi, la grève féministe dans l'État espagnol a commencé un procès de refondation du syndicalisme qui pour nous est tellement important. Un procès par lequel tellement de femmes qui ont commencé à participer dans le féminisme et dans les assemblées féministes non mixtes pour ces problèmes personnels sortent de là en parlant des problèmes syndicaux, des problèmes au travail, des réorganisations des travail nécessaires pour la vie, etc. Alors, la grève féministe, on dit que la grève féministe est maintenant un vecteur de politisation, un chemin de politisation pour les femmes et les plus importants espaces de radicalisation massive et de politisation massive qu'il existe maintenant dans l'État espagnol. Parce que les femmes arrivent à la grève féministe en parlant de sa vie, de ses problèmes personnels, et elles sortent en parlant de syndicalisme, d'antiracisme politique. Parce que maintenant, cette année, la grève féministe a dans sa revendication principale l'annulation de la loi migrant qui existe dans l'État espagnol et la fermeture immédiate des prisons de migrants qui existent dans l'État espagnol. Alors, dans les 10 revendications principales cette année de la grève féministe, voilà ces deux. Et aussi, on a commencé à travailler des alliances, j'ai fini presque. On a commencé à travailler des alliances avec des secteurs concrets des femmes. On a commencé à nous poser la question, quels sont les groupes de femmes que l'on veut organiser le plus?
Alors, on organise ces grèves féministes pour qui? Et nous avons commencé à travailler des alliances avec, par exemple, des collectifs organisés qui sont en train de se former des travailleuses domestiques, qui sont surtout des femmes migrantes dans l'État espagnol, surtout des femmes latino-américaines, et qui sont dans une condition horrible au niveau laboral. Elles n'ont pas même les droits d'être dans la sécurité sociale de la même manière que le reste des travailleuses. Alors, dans la liste de revendications principales, nous avons aussi l'intégration des travailleuses domestiques dans la sécurité sociale, dans les régimes sociaux de travail de l'État espagnol de la même manière que les autres travaillent. Nous avons commencé à travailler des alliances avec les nouveaux collectifs de femmes racisées qui sont en train de se créer dans l'État espagnol. Et nous avons commencé à travailler des alliances avec des collectifs de travailleurs en lutte, en conflit, féminisés. Par exemple, cette année, à Saragosse, dans ma ville, les panneaux, les premiers panneaux de la manif et aussi la lecture des manifestos à la manif a été fait par 3 femmes qui étaient une femme travailleuse d'une compagnie qui est en grève maintenant, le chef les ferait tout. Et une autre travailleuse de la télévision publique qui est avec un conflit laboral bestial maintenant, et une femme de la plateforme désaffectée par les hypothèques qui va être expulsée de sa maison pour avoir pas l'argent pour payer la maison aux banques. Alors nous avons commencé à faire ces alliances, et la grève féministe maintenant a commencé à appeler, à convoquer les femmes pour paralyser les expulsions des logements. Alors voilà, je crois que voilà quelques idées pour continuer à penser la grève femme et pour ne penser pas la grève femme seulement avec un momentum, le 8 mars ou le 14 juin ici, n'importe quoi. La grève femme ne peut pas être seulement une journée, il doit être une autre manière, une nouvelle manière de construire le féminisme et une autre manière de comprendre la composition de la classe aujourd'hui et la manière dans laquelle le capitalisme peut être questionné aujourd'hui. Merci. Voilà, je passe le micro. Merci beaucoup, Julia. Et je passe le micro à Nadia Demande. Pauline, je crois. On est parti dans les pays du Sud. Ah bon, d'accord. Je voudrais commencer avec une petite remarque parce que c'est marrant. Je pourrais en fait faire la photocopie de ce que Julia a dit en plus petit, mais c'est impressionnant comment les analyses et les pratiques qu'elle a portées sont vraiment les mêmes. Si on ne sait pas parler et on n'a pas encore une vraie coordination internationale ou un échange systématique d'analyse ou quoi, mais en fait, les axes portantes du mouvement Non Una Di Meno sont exactement les mêmes que ce que Julia a raconté, et aussi évidemment de ce que nous toutes on a aussi copié de nos camarades, de nos sœurs argentines. En fait, en Italie, on a même copié le nom, non una di meno ni una menos. Mais donc, bon, j'espère ne pas vous ennuyer en répétant certaines choses. Je vais essayer de ne pas le faire. Et de raconter un peu plus concrètement ce qui se passe en Italie.
Donc, en Italie, c'est la 3e année de suite que Nonnuna di Meno a déclaré la grève féministe le 8 mars. La première chose, c'est de dire que le 8 mars était complètement ritualisé, c'était devenu une journée ridicule de la fête des femmes où on distribuait des mimosas et qui n'attirait pas du tout les jeunes ni les femmes plus militantes. On en avait complètement marre. Même, bon, il y avait des groupes féministes qui ne voulaient pas sortir le 8 mars tellement ça avait été dénaturalisé. Donc, premier truc, on s'est réapproprié du 8 mars comme journée de lutte, comme ça a été à ses origines au début du XXe siècle. Mais ce n'est pas seulement une journée de lutte dans le sens de mobilisation dans les rues et tout ça. On a, dès 2017, on a repris le mot d'ordre de l'appel des camarades argentines pour la grève. Donc, une grève féministe. Et cette année-ci, bon, l'année passée, on a eu un peu de mal parce que c'était le 8 mars tombé dans une période électorale où on a élu M. Salvini et bon, j'y reviendrai après. Mais donc, ça nous a empêché aussi de faire grève parce que légalement, on ne peut pas faire grève les 5 jours avant et après les élections. Donc, ça nous a pas mal handicapé l'année passée. Cette année-ci, on a commencé bien avant, c'est-à-dire dès le 25 novembre, journée de lutte contre la violence envers les femmes, où on est descendu dans les rues aussi de nouveau très massivement. Dès le jour après, donc dans l'Assemblée générale de Nonnuna di Meno, on s'est déclaré en état d'agitation permanente vers le 8 mars. Bon, donc en faisant un petit pas en arrière, Nonnuna di Meno est donc née il y a 2 ans et demi, presque 3 ans, autour de la question de la violence faite aux femmes. Et donc c'est le 1er 25 novembre où on est descendu dans la rue avec une énormité de femmes. Quand je dis femmes, c'est femmes avec l'astérisque, c'est-à-dire qui inclut les personnes LGBTQ dans la rue et aussi des hommes qui sont venus en solidarité. Ça nous a étonnés, même à nous, les organisatrices. C'est une nouvelle génération qui est descendue dans la rue. Donc, c'est des jeunes femmes, c'est les milléniums et leurs sœurs aînées des années 90 pour 80% des personnes qui sont dans la rue. Et Nonnuna di Meno aussi s'organise dans des assemblées locales et nationales qui sont très participées, qui sont encore en expansion. Donc maintenant, je crois qu'il y a une centaine de villes où il y a des assemblées locales de Nonnuna di Meno qui organisent soit des actions locales, soit participent aux actions nationales. En particulier, donc, il y a 2 moments dans l'année, le 25 novembre et le 8 mars. Ce qui est impressionnant, c'est que le facteur qui a impulsé ce mouvement, c'est la question de la violence évidente. C'est parti après des cas horribles de violence faites à des jeunes femmes à Rome comme en Argentine, mais tout de suite Nonnuna di Meno a analysé la violence comme une violence structurelle et fonctionnelle à un régime, à un système de domination qui concerne toute la vie. Et donc
la violence la violence sexuelle, les viols, la violence dans la rue et même la violence domestique sont la pointe de l'iceberg d'une violence structurelle qui sert au maintien de l'ordre patriarcal, capitaliste, raciste. Et donc, quand Nonuna Dimeno a parlé de violence, elle a parlé aussi de violence, pas seulement sexuelle, domestique, etc., mais d'une violence aussi au niveau économique, d'une violence raciste, d'une violence excluante envers toutes les sexualités pas conformes. De violence au niveau culturel et de l'éducation, dans le sens que ce système oblige à se former et se comporter selon des normes opprimantes. Donc c'est une violence qui doit être abattue à tous ces niveaux-là, ce qui veut dire en fait la base de notre lutte, c'est une lutte intersectionnelle, c'est une lutte qui est politique. C'est une lutte contre ce gouvernement de droite que nous avons, c'est une lutte antifasciste, c'est une lutte antiraciste, et tous ces aspects-là sont liés. Donc, c'est pour ça que, comme Julia aussi a déjà expliqué, ce féminisme dont je parle, est en fait un outil de transformation globale et internationale anticapitaliste qui a pour but un renversement complet de ce système d'oppression. Donc dès 2017, nous avons commencé à travailler aussi à un programme commun et ça a été relativement facile. Enfin, on y a travaillé pendant 6 mois de façon horizontale à partir de commissions de travail et à partir d'assemblées locales pour arriver à ce que nous avons appelé le plan féministe anti-violence. Je l'ai ici, notre plan, où on analyse donc tous ces divers aspects de la violence contre les femmes et les personnes LGBTQ. Donc ça, c'est notre base, si vous voulez, notre manifeste. Ce n'est pas exactement avec des revendications très précises, mais disons c'est plutôt notre cadre politique général dans lequel nous nous situons. Comme Julia a déjà dit aussi, on se situe d'emblée dans un cadre international et internationaliste. Et d'ailleurs, un des aspects importants, c'est le questionnement aussi des frontières et donc de l'Europe telle qu'elle existe maintenant, de l'impossibilité pour les personnes de s'établir ou de bouger dans cette Europe forteresse. Cela donne lieu aussi à un désir, une volonté de créer vraiment un mouvement qui peut imaginer des actions qui ont un impact au niveau au moins européen, sinon international. Bon, j'ai déjà trop parlé de l'histoire de Nonuna Dimeno. Je reviens sur la grève. Bon, là, je ne vais pas répéter ce que Julia a déjà expliqué, ce que ça veut dire une grève féministe. C'est donc une grève qui, elle a dit, démocratise. C'est une grève qui rompt le concept traditionnel de la grève syndicale qui se situe seulement au niveau du marché du travail, de l'emploi. La grève féministe remplit de nouvelles formes et de nouveaux contenus ce concept et préfigure aussi un autre monde possible.
Donc, dans les actions, dans la grève, on préfigure la société que nous voudrions construire. C'est une grève qui paralyse pour une journée la production et la reproduction sociale, avec les difficultés que Julia a déjà nommées de effectivement ne pas dommager les personnes dont on prend soin, mais de collectiviser le travail de soins. Nous aussi, on a apporté dans les places, dans l'espace public, on a politisé donc la question du travail de soins en exactement la même chose, en préparant les repas dans les places, en organisant donc des cuisines collectives, des garderies, en appelant aussi les hommes solidaires à s'en occuper en première personne. Et ça veut dire donc, c'est un peu un exercice pédagogique aussi pour les hommes, c'est-à-dire comment on peut participer. C'est pas en prenant le micro ou en faisant le service d'ordre, mais c'est en cuisinant, c'est en faisant la garde des enfants, c'est en remplaçant les femmes dans les soins. Bon, ce qui est très important aussi, c'est... bon, ça se situe en Italie pratiquement, mais c'est peut-être plus large que ça. C'est la question des syndicats, du syndicalisme. En fait, le discrédit, on dit ça, le discrédit qu'ont toutes les formes d'organisation du siècle passé du mouvement ouvrier. Les partis, n'en parlons pas, mais même les syndicats en Italie sont complètement discrédités, font des grèves symboliques qui n'ont pas de mordant et ne parlent pas à la jeune génération qui est en grande partie précaire, n'a pas la possibilité de faire grève dans le sens classique ou n'est pas même travailleur et travailleuse dépendante, enfin ils n'ont pas des contrats de travail, donc ils sont soi-disant des indépendants et des indépendantes, et donc les syndicats ne mordent pas là-dessus, et c'est avec la grève féministe qu'on a commencé à organiser ces jeunes gens à partir des femmes en créant ce que nous avons appelé les maisons de la grève. Vous savez, les maisons du peuple, les maisons de la grève, c'est-à-dire des endroits dans la ville où les femmes pouvaient aller pour s'informer et pour créer des liens de solidarité entre elles, pour se soutenir mutuellement dans la possibilité de pratiquer la grève. Et il y a vraiment un processus d'alphabétisation syndicale, c'est-à-dire les jeunes femmes qui venaient dans différents métiers ne savaient pas quels droits elles avaient. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux faire grève, moi? Moi, dans mon endroit de travail, je n'ai pas... Bon, il n'y a pas de syndicat ou bien... Bon, je ne le connais pas. Comment est-ce que moi, je peux faire grève? Et donc, avec des avocates et quand même quelques syndicalistes, on a fait ce travail de préparation de la grève. Malheureusement, mais ça c'est la situation syndicale en Italie, les syndicats majoritaires n'ont pas appuyé la grève, pas du tout, même boycotté si vous voulez, parce que la CGIL a organisé des assemblées pendant que nous appelions à la grève. Les syndicats de base plus combatifs sont très divisés. Ils ont appuyé, mais ils ont aussi du mal à mobiliser. Donc c'est vraiment à partir de Non Una di Meno que les femmes ont fait grève, pas au niveau de l'Espagne, mais quand même ça a été un succès. Comme Julia, notre concept de la grève regarde donc la reproduction de la vie.
Donc tout ce qui est le travail dans le sens le plus large possible, y compris une grève au niveau symbolique, ce qu'on appelle grève des genres, grève des stéréotypes de genre, c'est-à-dire pendant la grève, au moins pendant ce jour, on essaye de déconstruire les stéréotypes de genre, de ne pas y répondre, de les renverser, de les bouleverser. Donc c'est aussi à ce niveau-là qu'on fait grève. Mais je crois que j'ai déjà parlé trop. Ben oui. Oui. Donc, pour terminer, le 8 mars, ce n'est pas un jour. Le 8 mars, c'est un processus, et donc c'est un processus global et en expansion. Et déjà, nous déclarons de nouveau en état d'agitation permanente pour l'année prochaine. On n'a pas pu nous reposer beaucoup parce que Stéphanie a déjà fait référence. La semaine dernière, on était de nouveau plus de 100 000 femmes dans les rues de Vérone, qui est une petite ville, c'est la ville de Juliette. On a dit, mais Juliette, elle est descendue de son balcon pour manifester avec nous. Contre le congrès mondial de la famille qui a été en fait complètement ridiculisé par la grande mobilisation, et même Salvini a dû dire, bon, il était là avec notre ministre de la famille de la Lega, mais il a dû dire que, bon, en fait, il n'allait pas toucher à la loi sur l'avortement, ni au pacte de cohabitation, qui est notre ersatz du mariage pour toutes et pour tous. Donc, ça, c'est une victoire, et on va continuer, quoi. Beaucoup. Maintenant, on voit la situation en Belgique. En Belgique avec Pauline Forge. Merci. Et donc, effectivement, en Belgique, c'est un petit pays et on n'a pas rassemblé encore des centaines de milliers de femmes comme ça a été le cas en Espagne, en Italie. Mais c'était quand même super important pour nous cette année et historique parce qu'on a eu notre première grève des femmes, première grève féministe des femmes. Et donc, sur le modèle qui a déjà été expliqué, c'était une grève pas seulement du travail salarié, mais aussi des soins à la maison, une grève étudiante, une grève de la consommation. On n'a pas vraiment eu de chiffres par rapport au nombre de grévistes qu'il y a eu le 8 mars, mais partout en Belgique, des milliers de femmes se sont mises en grève et se sont rendues visibles par leur absence. Et on a eu le soutien des principaux syndicats. Donc c'était la CSC. En Belgique, il y a 3 principaux syndicats et on avait le syndicat chrétien et le syndicat socialiste qui nous soutenaient. Et c'était génial. À Bruxelles, il y a eu un rassemblement toute la journée. On a fait des assemblées consacrées à l'antiracisme, aux luttes L, pas du tout GBTQI, aux violences, au travail salarié, au care. Il y a eu des prises de parole libres qui se sont organisées, qui ont fait entendre la voix des femmes sans papier, des mères célibataires, de chaque femme qui avait envie de s'exprimer. C'était une ambiance de lutte, mais c'était aussi une ambiance de fête, et c'est ça qui était vraiment très, très chouette, avec des prises de parole, mais aussi des concerts. On a fait un rassemblement à 14h pour faire du bruit où qu'on soit. C'était une chose importante depuis le début de la préparation de la grève, c'était qu'est-ce qu'on fait pour toutes les femmes qui ne peuvent pas participer à la grève. Et donc c'était vraiment une des préoccupations pour essayer de trouver des moyens de faire entendre toutes ces voix, même s'il n'y avait pas la possibilité d'être là physiquement ou de se déclarer gréviste. Un moment fort de cette journée, ça a été quand on a lu les revendications qui avaient été construites ensemble, et qu'on les a lues pas seulement en français, mais aussi en néerlandais, en anglais, en espagnol, en arabe. Et elles avaient été traduites dans 8 langues par écrit. Les syndicats étaient présents, et donc ça a montré un petit peu la diversité de cette grève. C'est que ce jour-là, il y a eu des actions syndicales, il y a aussi eu des actions de désobéissance civile, des piquets de grève,
dans les services publics. Mais aussi plein de choses très créatives. Donc, par exemple, un collectif qui a renommé toutes les stations de métro de la ville avec des noms de femmes, des choses comme ça. Et puis, on a eu une grosse manifestation où on était près de 15 000. C'était une marche mixte, mais donc le collectif qui avait appelé à la grève a organisé un bloc non mixte. Et on a senti vraiment des liens très forts de sororité, des liens qui avaient été créés aussi par toutes les actions qu'on avait faites en amont de la grève pour la visibiliser. Et donc c'est clair que toutes les actions qu'on a faites, coller des affiches la nuit, réaliser des pochoirs ensemble, faire des actions vraiment pour annoncer tout ça, je crois que ça nous a soudés et que c'est ça qu'on a ressenti ce jour-là, c'était ces liens-là. Et tout ça, pourtant, il y a un an, le 8 mars en Belgique, il n'y avait presque rien. Je me souviens d'un pauvre petit rassemblement minuscule qui était à pleurer. On suivait les nouvelles et on voyait les fabuleuses mobilisations en Espagne, en Italie, et on en pleurait. C'était vraiment très, très déprimant. Et donc, même si on avait organisé des manifestations non mixtes les années précédentes, elles rassemblaient au mieux 300-400 personnes, qui étaient plutôt des personnes avec un profil militant. Et on a un mouvement féministe en Belgique très institutionnel. Donc comment on peut expliquer un tel succès pour une première grève féministe des femmes en Belgique? C'est très très clair qu'on doit ce succès à l'internationalisme et aux exemples dont on a bénéficié avec les femmes argentines, les femmes espagnoles, les femmes italiennes, et que même ça s'est vu au sein du collectif qui a organisé la grève. On avait des militantes féministes qui venaient d'Espagne, d'Italie, d'Argentine et qui avaient envie de s'impliquer en Belgique pour ce mouvement. Ça nous a permis de dire que c'était possible, ça nous a permis de nous donner plein d'inspiration. Et du coup, on avait vraiment des exemples vivants, concrets, divers, mais en même temps avec quelque chose de commun pour rendre l'oppression des femmes visible et la combattre. Il y a aussi eu le mouvement MeToo, qui a clairement joué un rôle important au niveau de la libération de la parole, de se rendre compte que ce qu'on vit d'habitude de manière individuelle et privée, c'est quelque chose de collectif et c'est quelque chose de politique. Et puis après, je pense qu'on ne peut pas oublier le contexte social aussi, pas seulement en Belgique, mais aussi international, mais aussi en Belgique où les luttes climatiques, par exemple, ont été très très fortes. Et donc un climat général plus combatif cette année-ci. Et où encore, on peut parler de la France aussi avec l'exemple des Gilets jaunes. Ces luttes-là ont clairement eu un impact chez nous. Et donc, comment ça s'est passé concrètement pour vous raconter un peu l'histoire? Vers le mois de mai-juin, je pense, il y a un collectif qui s'est créé. Le collectif 8 mars, à l'oral ça s'entend pas, mais il s'écrit de manière inclusive pour que ce soit adressé tant aux femmes francophones que néerlandophones. Qui a appelé à une première assemblée en octobre. Et donc on ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais cette première assemblée, elle a rassemblé directement 170 femmes. La non-mixité était annoncée dès le départ. Et alors, ce jour-là, il y a eu un petit incident qui pourrait paraître anecdotique, mais en fait, à chaque fois, c'est des petites choses comme ça dans le mouvement qui ont permis de le politiser et de faire vraiment des pas politiques. À la première assemblée, une participante a dénoncé les propos transphobes d'une militante féministe qui était présente, en disant que si cette femme-là restait dans l'assemblée, elle ne voudrait pas rester. Et en fait, ça a permis l'émergence d'une commission ce jour-là, qui s'est appelée la commission inclusivité, pour veiller à ce que l'espace soit toujours plus accueillant à la multitude d'identités qui se cachent derrière le mot femme. Et donc, dès le départ, le collectif 8 mars, du coup, s'est adressé aux femmes avec une astérisque, aux personnes qui s'identifient comme femmes, aux personnes trans, aux personnes inter, aux personnes non-binaires. Il y a eu d'autres, je pense directement à tous les petits incidents qui ont pu avoir lieu et qui ont politisé le mouvement. Mais par exemple, un jour, on a chanté l'hymne des femmes du MLF à la fin d'une réunion. Et tout de suite, des personnes racisées ont réagi en disant mais en fait, il y a vraiment des paroles là-dedans qui sont clairement racistes. Et donc, ça a permis
à chaque fois, c'est des petits incidents comme ça, vivants, en fait, qui se sont passés de manière spontanée, qui ont permis d'avoir des discussions politiques et de dire, mais en fait, ces vieilles paroles-là, on peut les changer, on peut les remettre en question et de faire avancer un peu le mouvement. Et donc, dès la première assemblée, il y a eu cette commission dont je vous parlais, inclusivité, puis il y a eu une répartition du travail en commission qui s'est faite, commission action, commission de communication, et une commission cruciale qui était la commission revendication. Et donc, ça a été un travail énorme de cette commission de réussir à faire émerger des revendications assez larges pour que toutes les femmes puissent s'y reconnaître, et en même temps avec des revendications politiques intersectionnelles, puisqu'on parle de tous les aspects de la vie dans ces revendications, tant des violences que du travail, que de la sexualité, mais aussi des migrations, de l'écologie, de décolonialisme. Donc c'était tous des aspects qui étaient présents dans les revendications. Il y avait une coordination nationale pour rassembler toutes ces commissions et puis tous ces groupes de travail, tant géographiques que thématiques. Au niveau de la méfiance vis-à-vis des organisations traditionnelles politiques, c'était très présent dans le mouvement, et donc c'était quelque chose de très important, qu'on participait toutes au collectif en tant qu'individu et pas au nom d'une organisation, ce qui n'est pas toujours évident quand on est militante dans une organisation politique. Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de réussir à créer de nouvelles manières de s'organiser. Et donc à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mars, il y a eu une assemblée par mois qui a à chaque fois rassemblé une centaine de femmes, pas toujours les mêmes. Chaque fois, ça c'est un aspect important que je retrouve dans les interventions de mes camarades. Il y avait toujours une garderie qui était organisée, et il y avait toujours l'aspect aussi nourriture qui était présent, donc ces aspects-là de la vie dont on ne peut pas se passer. Et donc on a chaque fois organisé une auberge espagnole, et la garderie était tenue par les camarades hommes qui nous soutenaient. La forme des assemblées, elle était aussi intéressante pour moi, parce que c'était pas des assemblées traditionnelles avec des prises de parole traditionnelles. Il y a souvent eu des techniques d'intelligence collective qui ont été mobilisées pour essayer vraiment de créer des petits groupes où la parole était plus facilement libérée. Donc c'était pas spécialement prendre le micro devant plein de gens. Il y avait plein de petits moments avec des discussions en plus petits groupes pour faciliter la prise de parole. Donc c'était vraiment participatif. Et puis il y a eu plusieurs moments de politisation. Un des moments forts que j'ai retenu, c'était aussi en novembre, où le jour de l'Assemblée, le hasard a fait que ça tombait le jour où il y a eu un défilé de 5000 fachos dans les rues de Bruxelles qui manifestaient contre le pacte qui a été appelé le pacte Marrakech, le pacte migratoire, et qui a été à l'origine en fait de la chute du gouvernement en Belgique. Et donc le hasard faisait que nous on se rassemblait ce jour-là pour organiser la grève, et ça a été la première prise de position politique justement pour faire le lien entre le féminisme et l'antifascisme, et nous déclarer antifascistes et dénoncer le système de manière plus générale, dénoncer le système capitaliste. Comme on manquait tout le temps de temps, l'idée est venue d'organiser un week-end entier. Et ça a été aussi un moment très fort de politisation. C'était 2 jours où on a pu vraiment prendre le temps de discuter, de construire nos revendications ensemble, de se les approprier, et où les thématiques étaient très importantes parce qu'il y avait un atelier anti-racisme où les travailleuses domestiques notamment ont participé, un atelier consacré aux violences, un autre au care, un autre au travail salarié. C'est important de le mentionner, on avait un atelier consacré aux luttes mais du coup c'est dur de le dire, on est tellement habitué aux luttes LGBT, mais aux luttes LBTQI, puisqu'il n'y avait pas de gays, et c'était important de le dire, on était vraiment nombreuses les lesbiennes au sein du mouvement, il y avait une vingtaine de lesbiennes qui étaient là, et donc on a créé un groupe aussi, Queer et Gwyn en grève. Puis voilà, au niveau syndical aussi, le fait qu'on ait eu une grève générale en Belgique le 13 février, ça permettait d'avoir une espèce d'une ligne de direction devant nous. Il y avait une grève générale le 13 février, où on a organisé une cycloparade féministe pour annoncer la grève du 8 mars. Puis le 8 mars, puis les grèves pour le climat, on avait une espèce d'agenda de lutte qui n'est pas fini. Là, c'est le 1er mai, la prochaine étape. Donc ça continue.
Souvent, on a l'habitude d'être divisé au sein des mouvements féministes. Il y a des questions qui nous divisent tout le temps. Traditionnellement, le foulard, le travail du sexe, prostitution, la transphobie. Pour moi, c'est important de le mentionner qu'au sein de ce collectif, pour construire cette grève-là, ça ne nous a pas divisés et qu'il y a certaines choses qui étaient, voilà, où on a pu directement, sans rentrer dans ce débat-là, il y avait un consensus. Et que la commission inclusivité a clairement joué un très grand rôle à ce niveau-là. Et donc un exemple, c'est que le 8 mars, il y a eu une agression islamophobe, en l'occurrence, durant le rassemblement, et que tout de suite, il y a eu une réaction immédiate pour le dénoncer fermement, rappeler nos revendications antiracistes et dire que c'était indissociable des autres. Donc ça a été super encourageant comme journée. C'était un grand élan pour se dire qu'on avait envie de continuer ensuite. Encore une fois, on a des exemples qui nous donnent envie d'aller dans cette direction-là au niveau des mobilisations. Et donc là, on a eu des exemples puisque le 15 mars, il y avait déjà une grosse marche pour le climat dans laquelle on a essayé d'être présente. Et il y a surtout eu le 31 mars une manifestation pour défendre le droit à l'IVG. En même temps, donc ça avait lieu au même moment qu'à Vérone. Et donc, il y a eu une mobilisation grâce au collectif. Il y a eu un rassemblement d'environ 300 femmes qui ont organisé une assemblée internationaliste ce jour-là. Peut-être terminer en disant que notre organisation politique, elle nous a permis d'être outillés pour pouvoir apporter tout ce qu'on pouvait au mouvement du 8 mars. Mais ce qu'on a surtout constaté, c'est l'inverse en fait. C'est qu'on a, c'est un lieu d'apprentissage, c'est un moment d'apprentissage énorme d'avoir pu participer à la construction de ce mouvement. Et donc on revient vers notre organisation avec plein d'apprentissages, mais aussi plein de questionnements par rapport à notre manière de fonctionner, par rapport à certains positionnements qu'on peut avoir. Et donc c'est à ça que je crois qu'on peut voir la force d'un mouvement. C'est la capacité de se remettre en question, de soulever des débats, y compris dans nos organisations. Ça n'a fait que souligner l'importance d'un mouvement autonome des femmes. Et je trouve que c'est vraiment... ça soulève fortement la question de la convergence des luttes, parce que c'est une question centrale, mais à la fois complexe, qui soulève la nécessité d'un féminisme intersectionnel, qui n'envisage pas de manière séparée ou hiérarchisée les luttes féministes et les luttes sociales, les luttes climatiques, les luttes indigènes, paysannes, antiracistes, décoloniales, internationalistes. Et je crois qu'il faut le rappeler chaque jour, c'est le fait qu'on ne lutte pas seulement contre l'exploitation de la femme par l'homme, mais bien contre toute forme d'exploitation. Et ça, on doit le rappeler à chaque moment, dans chaque lutte. On passe à la situation en Suisse avec Tamara. Merci beaucoup. En tout cas, ça fait vraiment plaisir d'entendre toutes ces expériences que vous partagez avec nous. Et puis, on espère toutes qu'en Suisse, on parviendra à avoir quand même des mobilisations pareilles. Du coup, comme ça a été aussi dit précédemment, comme pour toutes les grèves féministes qui ont récemment eu lieu en Suisse, on s'inscrit également dans ce contexte international de la vague des mobilisations féministes. Et du coup, si d'une part, les femmes en Suisse ont été principalement portées et inspirées par l'expérience de la grève féministe qui a bloqué l'État espagnol le 8 mars l'année passée, d'autre part, notre grève s'inscrit aussi comme la riposte en fait aux nos avancées qui demeurent actuelles en fait, même après une première grève des femmes qui a eu lieu en Suisse, donc il faut bien le rappeler. On a eu une première grève féministe il y a presque 30 ans, le 14 juin 1991. Et du coup, quelques mots sur cette première grève qui a eu lieu en Suisse. Du coup, la grève de 91, elle a été principalement motivée par la non-application matérielle du principe égalité femmes-hommes, malgré son inscription dans la Constitution suisse qui avait lieu 10 ans auparavant, donc en 1981. Et du coup, pour un pays comme la Suisse qui connaît très peu de grèves et des mobilisations larges, cette mobilisation des femmes reste quand même historique et importante, puisqu'elle a quand même réussi à mobiliser 1 demi-million de personnes. Mais il faut le souligner que toutefois, pas toutes les personnes, pas 1 demi-million de personnes a réussi vraiment à véritablement faire la grève en tant que telle, donc faire un arrêt de travail d'une durée plus ou moins longue.
Mais voilà, c'est pourquoi cette grève aussi, dans les médias, ensuite, a été plutôt perçue comme une grande manifestation nationale. Voilà, plutôt comme une manifestation qui est un véritable moyen de lutte contre justement la société patriarcale, capitaliste et raciste. Et du coup, certaines revendications se sont quand même concrétisées. Donc, on a eu l'introduction de la loi d'égalité, le congé maternité, quelques améliorations au niveau des retraites, mais ça a été quand même un processus très long et très progressif. Et du coup, aujourd'hui, 3 décennies plus tard, l'égalité de fait entre les sexes n'est toujours pas satisfaite et les discriminations de toutes formes et de tous niveaux sont encore la réalité de bien nombreuses femmes en Suisse. Et du coup, une violence donc, qui s'exerce encore plus quand on est une femme qui rentre pas dans les normes du modèle occidental valorisé, comme on l'a rappelé, donc la catégorie de l'homme blanc hétérosexuel. Et du coup, en Suisse, comme on n'a pas vraiment ces mouvements féministes si bien enracinés, comme c'était le cas dans d'autres pays, l'idée, en fait, d'organiser, de préparer cette nouvelle grève en 2019, elle est plutôt partie, elle était portée par une vingtaine de secrétaires syndicales et militantes féministes en janvier 2018. Et en fait, ces militantes et syndicalistes, elles ont été au Congrès des femmes de notre direction syndicale nationale, donc l'Union syndicale suisse. Ce congrès des femmes avait voté à l'unanimité d'organiser une manifestation nationale en septembre avec l'égalité salariale comme la revendication principale, mais bien évidemment les syndicalistes et les militantes féministes sont allés bien plus loin parce que c'est pas seulement l'égalité salariale qu'il faut satisfaire ou remplir, mais on a bien d'autres revendications beaucoup plus importantes. Du coup, elles ont décidé de lancer un appel national pour préparer la grève de femmes et du coup voilà, il a fallu avoir en fait un moyen de résistance qui va au-delà de manifestations. Même si manifestation était chouette, on avait rassemblé 20 000 personnes dans notre capitale, ce qui se voit pas tous les jours. Et du coup, suite à cet appel dans ce congrès syndical, il a fallu passer à l'étape suivante, qui était du coup la mobilisation sur le terrain. Il a fallu discuter cette grève avec les femmes et du coup la mobilisation était surtout partie en Suisse romande, donc la partie francophone, et puis avec organisation d'une première journée publique qui a été organisée à Lausanne le juin passé afin de parler justement de l'organisation et du contenu de la grève. Et la grève, du coup, a été votée avec 1200 femmes présentes. C'était aussi inédit d'avoir d'un coup comme ça les femmes qui sont venues. Et comme disait aussi Pauline, chez nous, ça a été décidé également qu'on se... Je m'excuse, mais pour l'interprète, c'est un peu difficile. Si tu peux un peu ralentir le... Ah, pardon. Pardon. Et du coup, chez nous aussi, en fait, on était obligés de participer, en fait, sans étiquette politique, même si on était aussi nombreuses, des militantes issues de plusieurs organisations politiques, mais du coup, on venait dans ces assemblées en tant qu'individu, en tant que femme. Et du coup, pour cette journée-là, on avait 1200 femmes présentes qui sont venues de tous les coins de la Suisse. Évidemment, il faut aussi souligner qu'il y a eu un réseau des femmes qui s'était activé. C'était des femmes qui ont notamment fait la grève en 91 et du coup, elles ont été, leur participation a été appréciée et elles sont toujours dans nos comités de grève. Et du coup, à cette journée-là, on avait voté justement pour la préparation d'une grève féministe qui englobait plusieurs sphères de vie. Donc, comme on l'avait dit aussi avant, le travail rémunéré, le travail domestique et des soins. Il a fallu faire la grève aussi sur le lieu d'études et puis une grève de la consommation. Alors, pour la Suisse, la date qu'on avait choisie a été celle du 14 juin. Donc, on se réfère à la première grève des femmes en Suisse. Et puis, comme le moyen ou outil de fonctionnement, on avait également choisi la mixité choisie. Du coup, voilà. Et puis, l'idée, c'était justement, comme ça a été rappelé, qu'en tant que concernés, on est les mieux placés au final pour décider de différentes modalités de comment faire grève et de prendre les décisions toutes seules. Et du coup, avec cette base, l'idée de la grève a commencé gentiment à se répandre partout en Suisse. On avait du coup des multiples collectifs régionaux qui se sont mis en place partout afin de construire des réseaux et de se construire localement. Et chaque collectif, du coup, s'auto-organise de sa façon, donc en faisant des réunions mensuelles, des actions, des événements, et ainsi de suite.
Et rapidement, au final, plusieurs femmes se sont réunies également durant plusieurs mois pour discuter des revendications plus concrètes qu'on avait regroupées dans un manifeste qu'on a intitulé « 19 raisons pour faire grève ». Donc, ce manifeste a été également relu et voté dans tous les collectifs en Suisse et il nous a également servi de cette base de travail pour justement construire, alimenter les réflexions, les discussions, les actions et les événements. Au début, on est parti sur les titres « 14 raisons pour faire grève », en se référant à la date symbolique de 14 juin, mais finalement, à chaque fois, on s'est trouvé à rajouter d'autres arguments. Donc voilà, finalement, il faut dire que ce manifeste, il n'est pas exhaustif. On aurait pu rajouter encore 1000 d'autres raisons pour faire grève, mais les axes principaux tournent autour de thèmes comme économie et travail des femmes, le corps et sexualité, violences sexistes, homophobes, transphobes, la migration et les frontières, école et éducation, espace politique ou public, culture et médias, puis solidarité internationale. Et donc, ces thèmes ont été également adoptés au niveau national. Il y a une vingtaine de jours, on était plus de 500 à se réunir en Suisse, à Bienne, pour voter l'appel à la grève. Et du coup, les revendications qu'on adresse, comme ça a été également dit avant, elles sont chez nous aussi de portée politique et globale. Donc, l'idée de ce manifeste est que chaque femme, finalement, se reconnaisse dans un des points ou qu'au final, elle trouve ses propres raisons pour participer dans ce mouvement de grève. Le manifeste, il est très large, mais ces décisions relèvent d'un choix politique qui est celui de justement ne pas se focaliser sur un domaine particulier, mais de prendre en compte l'oppression des femmes comme une dimension constitutive et commune de leur identité. Et du coup, on remet en cause non seulement la place qui est accordée aux femmes dans notre société, mais également tous les systèmes, comme ça a été dit avant, qui est bâti justement sur ces rapports de domination capitaliste, patriarcale et raciste. Et du coup, en s'inscrivant dans une posture combative, notre manifeste thématise la méconnaissance de la sexualité féminine, la représentation stéréotypée des femmes dans la publicité et médias, les systèmes scolaires et l'éducation qui se maintiennent sexués, les inégalités salariales qui sont toujours présentes et qui en Suisse varient entre 16 et 20% selon le secteur d'activité occupé, notre système de retraite et des assurances sociales qui ne prennent pas en compte finalement les parcours de vie féminins, le plan de lutte national contre les violences sexistes et sexuelles toujours trop présentes, les conditions d'accueil et la précarité des femmes issues de l'immigration, et ainsi de suite. Et au final, quand on avait publié ce manifeste, on nous a traité d'être trop à gauche, d'être trop radical, en disant qu'au finalement, en fait, on prenait beaucoup trop de choses, on englobait plein de domaines, allant de social à l'économie, politique, jusqu'à l'environnement et climat. Mais du coup, on a eu aussi pas mal de femmes issues des rangs de la droite qui nous sont dit ne pas se retrouver dans les valeurs qu'on propage. Mais nous sommes quand même persuadés, on est en majorité, à le penser que se saisir d'un domaine de lutte précis, comme par exemple l'inégalité salariale, en fait, c'est plutôt un frein à la capacité de la mobilisation collective. Notre grève est du coup politique et globale parce qu'on met au centre de nos préoccupations la vie. Et du coup, comment ne pas critiquer la société et le système qui, dans sa globalité, génère et reproduit les rapports de pouvoir et au final des discriminations qui en découlent. Et c'est pour ça que du coup, on espère que ce mouvement marche et qu'il va prendre. Et puis selon nous, pour que ça prenne, il faut que les luttes s'élargissent. Il faut qu'on touche le plus grand nombre de femmes qui se reconnaissent justement dans les valeurs que notre mouvement de grève partage. Plus on est nombreuses, plus notre action collective sera aussi légitime et crédible. Et c'est justement maintenant, dans cette étape-là, en fait, qu'on se retrouve dans le processus d'organisation de la grève. Donc, on est en train d'essayer d'élargir et diffuser cette grève de manière large, de manière régulière, pour qu'au final, chacune des femmes puisse s'approprier, en fait, de cette grève et de saisir de ces moyens de lutte. Et la diffusion, selon nous, doit passer par la traduction de toutes ces revendications qui sont dans le manifeste, mais il faut les traduire en situations concrètes. Ah, pardon, je me rends pas compte. Ok. Du coup, les revendications qui ont été rassemblées dans le manifeste, elles doivent se traduire en situations concrètes et spécifiques pour que justement chaque femme puisse se les réapproprier de sa manière. Et pour nous, ce qui est important, c'est justement d'aller aussi dans les rues et dans les quartiers. Il nous reste encore 2 mois pour mobiliser, donc c'est maintenant que ça doit se passer. On doit informer massivement les femmes, mais aussi simplifier les messages.
les insérer dans les contextes précis. Et on a pensé aussi justement à traduire ces différentes revendications dans plus de 10 langues de la migration en Suisse, étant donné que justement les femmes migrantes constituent une proportion importante de la population suisse, mais qui sont davantage exposées aux discriminations car elles sont très peu protégées. Et du coup, concernant les avancées de la grève dans les lieux d'études, alors il faut souligner qu'en Suisse, les étudiantes se mobilisent depuis déjà plusieurs mois pour construire justement et rendre cette grève possible dans leur établissement le 14 juin. Et les collectifs qui se sont créés dans les écoles et dans les universités discutent justement des différentes négociations, mais sont aussi en train de négocier avec la direction pour que justement le vendredi 14 juin, ce jour-là, il n'y aura pas d'examen ni des cours. Il faut aussi dire que l'idée de congé du vendredi 14 juin n'est pas seulement pour permettre aux étudiantes de ne pas aller en cours ou de ne pas avoir d'examen, mais c'est aussi permettre à toutes les femmes qui travaillent dans ces institutions, donc les enseignantes, secrétaires, bibliothécaires, mais aussi les femmes des ménages, les femmes des cafétérias et tout le personnel au final, qu'ils puissent aussi faire la grève ce jour-là. Et du coup, pour l'instant, en Suisse, certains cantons ont décidé d'accorder le congé pour le 14 juin, tandis que d'autres, c'est toujours en train de négociation. En ce qui concerne le monde du travail, alors les syndicats préparent la grève sur le lieu de travail pour rendre cette grève matérielle, légale et possible, et permettre finalement aux travailleuses de participer au mouvement de la grève. Et pour faire cela, les travailleuses, elles sont invitées aussi à s'auto-organiser, à parler entre elles, à justement regarder avec leurs collègues pour établir les cahiers de revendications précis et les exposer ensuite à leur employeur. Et du coup, également, comme ça a été dit par toi, Nadia, en Suisse aussi, pour faciliter justement ce processus d'apprentissage, nos collectifs de grève sont aussi en train de proposer des rencontres entre justement les femmes et entre les syndicats pour s'informer justement de ces droits, parce qu'il y a quand même une importante proportion des femmes qui ne savent pas non plus dans quel syndicat il faut aller, et c'est vrai que c'est pas évident, surtout en Suisse, de faire grève, vu qu'on n'en a vraiment pas habitude tant que ça. Du coup, voilà, il faut aussi dire que les actions sont différentes et elles vont varier selon le secteur d'activité qu'on occupe. Donc, certains secteurs pourront faire la grève d'une journée, d'autres vont faire ça différemment. Donc, vont plutôt prolonger leur pause de midi, vont ralentir la cadence, vont faire un débrayage. Donc, tout ça est encore en train d'être discuté avec les travailleuses et les patrons, les employeurs. Et au final, toutes les femmes qui ne pourront pas participer à la grève, elles sont invitées quand même à porter un signe distinctif, un badge ou quelque chose comme ça, en solidarité avec les grévistes. Et de plus, comme ça a été également dit par Pauline, donc à côté de notre grève des femmes en Suisse, on a aussi les grèves qui s'organisent pour la justice climatique. Donc on est également au cours de discussions avec le mouvement écologique pour voir comment croiser nos luttes et les inviter aussi à faire, peut-être même une grève générale le 14 juin. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. En tout cas, à la fin, ce que j'aurais à dire, que ce qui se passe en Suisse, c'est véritablement historique. Donc on est dans un pays qui valorise la paix du travail et qui a vraiment pas ces traditions de grève. Mais voilà, en 2019, maintenant, on se retrouve face à 2 grèves de l'ampleur importante d'un coup. Et du coup, selon nous, ces mobilisations nous permettent justement de créer ces réseaux de solidarité, mais on espère que ça va aussi permettre de créer des bases solides par la suite. On s'inscrit également dans la continuité des luttes. Et on est persuadé au final que la journée du 14 juin n'est pas une fin en soi, mais plutôt un point de départ qui va ouvrir ensuite un espace de contestation plus large. Voilà, donc on va peut-être passer la parole à nos intervenantes pour réagir aux 4 interventions qui ont été faites. Qui veut commencer? Je crois que la question que la camarade là a posée est intéressante. Parce que pour moi, il ne s'agit pas... Bon, je crois que c'est trop facile de penser les changements politiques dans une perspective immédiatiste. On peut dire immédiatiste. Voilà. Nous, dans l'État espagnol, nous savons ça aussi. Alors, beaucoup de monde qui se demande, mais pourquoi est-ce que
Et l'on ne fait pas quelque chose pour changer les choses aujourd'hui, demain. Voilà, c'est pas possible. Désolée. Parce qu'il ne s'agit pas de générer une nouvelle loi. Il ne s'agit pas, bien sûr, les lois, bon, PV, ça dépend. Mais les questions, c'est plus profondes. Les questions, c'est de détruire ce système. Et ça ne va pas être possible avec un nouveau parti. Et en plus, un parti féministe a beaucoup de problèmes. Parce qu'avec qui est-ce qu'ils l'ont construit? Avec les femmes de la bourgeoisie? Moi, j'en veux pas. Et nous avons ce débat maintenant dans l'État espagnol, ce nouveau parti Ciudadanos qui est il essaie de construire un nouveau parti macroniste, on peut dire, dans l'État espagnol, voilà, et dans un sens de la droite libérale qui n'existait pas dans l'État espagnol jusqu'à 2012, 2013, voilà. Ce parti a commencé à se nommer féministe. Voilà, féministe et libérale. Voilà, ça a été une tendance qui n'existait pas dans l'État espagnol. Dans l'État espagnol, n'est-ce pas, comme la France ou les États-Unis, le féminisme libéral n'existait pas jusqu'à ce moment. Alors, avec qui est-ce qu'elle le construit? On ne peut pas penser... Julia, je t'interromps parce qu'on me dit qu'il y a des problèmes de son dans la salle. Donc, ok. essaye avec celui-là. Ouais. C'est bon? C'est pareil? Bon... Sí, estoy en ello, vale. Bon, on ne peut pas croire que toutes les femmes, en tant que femmes, ont les mêmes intérêts. C'est pas vrai. Et c'est une chose que dans plusieurs moments du mouvement femmes, on a croisé et les implications ont été terribles, transphobiques, racistes, etc. Alors, je crois que le procès est plus complexe. Et les changements réels vont venir vers le procès de lutte. Alors, dans la lutte, on va décider dans les mouvements massifs, on va collectivement comprendre et décider lesquelles sont nos alliances. Et là, mais je ne crois pas qu'il existe quelque sorte de solution magique, rapide, volontariste. La solution va venir des luttes et va venir des procès collectifs massifs. Et c'est là, dans les luttes, dans les mouvements féministes autonomes, je suis avec les camarades qui ont parlé de ça, le mouvement féministe doit être autonome. Autonome dans un sens de n'avoir pas une vinculation avec des intérêts partidistes concrets. Et voilà. Va être là que nous, les femmes, collectivement, vont avoir une expérience collective et vont décider notre alliance. Là, il n'y a pas quelque sorte de formule instantanée qui va résoudre notre problème, tristement. Ben moi aussi, ça va? Je voulais réagir à la question posée par la camarade au fond de la salle. Et je suis d'accord avec Julia. On n'a pas de solution. Il n'existe pas de solution immédiate. On vient de mobiliser des centaines de milliers de femmes qui s'approchent à l'activité, à l'action, à la politisation. Et notre première priorité, c'est de sauvegarder, d'élargir ça et de la mettre en relation au niveau international et en même temps approfondir notre enracinement au niveau local. C'est un mouvement avant tout qui s'oppose, qui conteste l'ordre établi à tous les niveaux et qui a comme perspective une alternative globale, anticapitaliste, structurelle. Bon, alors,
après la mobilisation de Vérone, on a eu une assemblée de non-unanimeno où on commence à se poser la question du pouvoir. Alors, qu'est-ce que c'est le pouvoir? Où est-ce qu'il se trouve? Comment est-ce qu'on s'y rapporte? Quelle est notre conception féministe du pouvoir? Comment on construit un pouvoir féministe? Comment il se rapporte avec le pouvoir, avec les pouvoirs existants? Tout ça, ce n'est pas du tout donné. On n'a pas une réponse donnée. On est dans un processus où on est bien conscient de ce qui s'est passé au passé dans ce qu'on ne veut pas reproduire. Donc, il est clair qu'en Italie, en tout cas, le mouvement est très méfiant par rapport aux institutions, par rapport à la représentation politique à travers les partis politiques, parce que ça a donné que de la... que peut-être pas, mais 99% de cooptation et de corruption, de détournement des objectifs que nous avions. Donc, on est très méfiant par rapport aux perspectives institutionnelles. On ne croit pas que le changement arrivera à travers l'augmentation du pourcentage de femmes dans les institutions. Mais donc, en même temps, on ne veut pas que être un mouvement contestataire. On veut changer vraiment la vie des femmes, de toutes les femmes. Donc, on s'interroge par rapport à comment comment créer vraiment un pouvoir féministe qui a un impact dans la vie concrète des femmes. Mais moi, j'ai confiance que c'est dans le processus même et dans les alliances internationales qu'on fait, du processus d'apprentissage international, qu'on va trouver les réponses à cela et qui vont être des réponses originales, qui vont être des réponses pour les opprimés en général. Oui. Pour aller dans le même sens, ça pose la question de comment se construit un mouvement social et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas une recette parce que ce serait cool. Mais ça pose aussi cette question j'en ai un tout petit peu parlé, mais de la convergence des luttes et de comment créer ça, parce que c'est un concept, mais c'est aussi, ça pose... Je crois que ça a été vachement rappelé en Belgique ces derniers temps. La convergence, elle peut pas venir, ça peut pas être l'application de l'agenda des dominants. Ça doit vraiment être l'agenda des opprimés. Et donc, c'est tout un travail de visibilisation des luttes des personnes opprimées, de les mettre, de réussir à faire les liens. Et je crois que pour ça, quand on est dans une organisation politique, on a vraiment un rôle à jouer de réussir à faire les liens entre les différentes luttes en montrant que la lutte féministe est intrinsèquement liée aux luttes climatiques, que la lutte décoloniale fait partie intégrante des autres luttes. De vraiment amener cette vision du féminisme intersectionnel dans les différentes luttes. Mais voilà, ça peut prendre longtemps et j'imagine que parfois il y a des avancées puis il y a des allers-retours, des reculs et que tout l'enjeu c'est de ne pas perdre espoir et de réussir à le construire au jour le jour avec les personnes qui sont là. Clairement, j'ai pas non plus confiance en les lois ou là en Belgique le gouvernement on n'en a plus depuis quelques mois. Avant c'était une exigence, on veut faire tomber le gouvernement et on voit bien que c'est pas du tout une revendication suffisante parce que on n'a plus de gouvernement. On a un gouvernement en affaires courantes qui est tout aussi pourri et voilà, ce qui compte c'est évidemment qu'est-ce qu'on veut à la place et qu'est-ce qu'on veut construire à la place comme projet de société et on veut détruire ce système et on veut vraiment un système radicalement différent, donc c'est bien autre chose. La méfiance des organisations politiques, moi c'est une question qui m'intéresse beaucoup et parce qu'on comprend en fait
moi aussi je me méfie des organisations politiques et des syndicats parce qu'à coup de trahison, de fausses mobilisations, de grèves d'un jour qui s'arrêtent le lendemain ou de manifs où on fait toujours le même parcours et où enfin on mobilise, mais pourquoi avec cette question c'est quoi, enfin d'arriver toujours à la négociation et à la paix sociale. Donc ça démobilise, ça démotive, et c'est aussi un sacré enjeu de réussir à dire qu'autre chose est possible, qu'on peut aussi créer des vrais mouvements sociaux, et que c'est par la lutte, mais par l'auto-organisation, clairement, qu'on va y arriver. Et donc, comment trouver notre place dans ces mouvements? J'ai l'impression que c'est juste créer une confiance, mais où la question de la démocratie est centrale, parce que c'est vraiment ça qui crée le manque de confiance. Et donc, dans la prise de décision, vraiment revendiquer une démocratie dans la manière dont on fonctionne, dans la manière dont on partage la parole, dont on prend les décisions pour notre mouvement. C'est peut-être ça qui va créer une confiance. Après, c'est sûr, nous, ce qu'on a vécu, c'est qu'il y avait une grande méfiance, mais que souvent, au moment de prendre les tâches militantes, voilà, on levait la main parce qu'on était non seulement dispo, mais que c'est notre lutte de tous les jours. Donc, forcément qu'on se retrouve à porter certaines tâches de par notre organisation politique, mais à coup de rappel de ce qu'on veut comme démocratie. Je crois que c'est ça qui permet de créer la confiance. Oui, du coup, pour moi, c'était clairement la même chose. Enfin, moi non plus, je ne pense pas que la réponse se trouve au Parlement. Et puis, en tout cas, moi, je peux parler pour le contexte suisse. Ce que je trouve très intéressant, c'est justement le manifeste qu'on a rédigé qui est assez combatif. C'est vrai qu'en Suisse, on n'est pas trop parlé de l'anticapitalisme, mais qu'on a quand même réussi à le placer 2 ou 3 fois. Donc, et puis, il faut le rappeler, ça a été vraiment un travail de longue haleine. C'était pas du tout facile d'être face à toutes ces femmes, parce qu'on a aussi des questions qui nous divisent, des questions sur la migration, sur l'islamophobie, sur la prostitution. Il y en a plein. Et puis, certaines, on n'a même pas réussi à les imposer. Mais moi, je pense que la radicalisation, se passe justement par l'intérieur, et je pense pas en créant un nouveau parti ou en élisant une nouvelle liste, mais c'est justement là, dans ces mouvements-là, qui est tellement large, qui est pas pour politiquement. Je pense qu'il n'y a aucun mouvement de masse est vraiment homogène en tant que tel, ne partage pas la même ligne politique, mais je pense que c'est aussi notre tâche, à nous, des militantes anticapitalistes, d'être là, d'investir justement ces luttes, ces terrains, de radicaliser, de faire parler de toutes ces revendications. Et surtout en Suisse, de ce qu'on voit, les femmes, elles ne sont pas forcément... tout de suite, la première chose qui vient, c'est l'égalité salariale. Et je pense que c'est justement nous, c'est notre tâche et rôle à nous, justement, de faire parler de toutes ces autres choses et au final de renverser toute la société et tous les systèmes. Et concernant la question plus organisationnelle, alors oui, pour la journée du 14 juin, on essaie d'avoir ces moments coordonnés partout dans tout le pays, et l'idée c'est du coup d'avoir en fait le rassemblement à 11h du matin, avoir des lieux centraux, et là aussi à la proximité d'avoir des maisons de quartier, des maisons de peuple où les hommes pourront faire la cuisine, où ils pourront faire à manger, garder les enfants, et du coup ensuite il y aura des mobilisations sur le lieu de travail à partir de 15h, 15h30, et ensuite la grande manifestation, la soirée, puis on va essayer de faire cette grève une journée de 24 heures complète. Mais oui, tous les renseignements, on peut en discuter après. Est-ce que je peux juste... Est-ce que je peux me permettre un petit appel? Puis après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Le 14 juin, c'est une date extrêmement importante pour la Suisse. La Suisse est un pays tout à fait exceptionnel. Il n'y a pas la mer, il n'y a pas l'euro, Mais quand même, le 8 mars, c'est une date internationale. On fait la grève dans beaucoup de pays. Alors, ça serait quand même super chouette si, même dans ce pays exceptionnel, peut-être l'année prochaine, vous nous rejoignez le 8 mars comme grève féministe internationale. Mais on va essayer de faire un truc le 14 juin. Je pense que c'est... Bon, sur la question de l'anticapitalisme, je voudrais remarquer seulement une chose.
Pour moi, c'est un peu bizarre. C'est centralité de l'égalité salariale ici dans la Suisse. Parce que là, dans l'État espagnol, c'est pas la priorité de presque aucune femme. Parce que nous ne sommes pas dans des travails, voilà. Nous avons plusieurs des préoccupations avant ceci, je veux dire. Et les femmes qui viennent aux assemblées de la grève femmes sont des femmes complètement précarisées, avec des contrats de travail irréguliers, des contrats de travail pour 2-3 mois, comme moi par exemple, des travailleurs domestiques, voilà. La question de l'égalité salariale, c'est une question là, dans ce contexte-là, pour nous, c'est une question de femmes qui peuvent se permettre de penser dans ça. Et voilà. Alors, je crois que ces compositions des classes des assemblées peuvent vous aider à comprendre pourquoi la notion de l'anticapitalisme n'est pas questionnée. C'est la composition des classes des assemblées et c'est la composition des classes des groupes qui sont dans les mouvements féministes. C'est une question centrale. Et voilà, et pour eux, c'est tellement facile de faire les liaisons entre ces conditions de vie et l'exploitation capitaliste. Voilà. Bien sûr, il y en a des groupes dans les mouvements féministes qui parlent voilà, de l'égalité salariale, le techo de cristal. Le toit de verre. Le plafond de verre. Le plafond vert. Oui, voilà. Voilà, et ces revendications existent, bien sûr. Mais on peut dire que les directions informales des mouvements féministes ne voulons pas les poser comme des revendications principales. Parce que notre revendication principale sont des autres, qui appellent à des autres types de femmes. Et c'est une question importante. Quand nous sommes demandés à la télé, n'importe où, quand nous sommes demandés sur lesquelles sont notre revendications principales, on ne dit jamais l'égalité salariale. Jamais. On dit on veut l'inclusion des travailleurs domestiques dans le régime général de la sécurité sociale, on veut l'annulation de la loi migrant, et on veut qu'ils s'arrêtent les agressions sexuelles dans le travail, voilà, des différentes questions avec une centralité de classe. Et voilà, c'est ça qui nous permet aussi de nous construire dans les caps les plus bas des femmes. Et sur la question de l'extrême droite et du fascisme, il y a une expérience très, très intéressante et très grande. Jusqu'à cette année, il n'y avait des partis fascistes dans aucune institution dans l'État espagnol. Nous étions l'exception européenne avec le Portugal et nous ne sommes pas plus l'exception. Il y a eu un nouveau parti d'extrême droite qui est entré dans le Parlement de l'Andalousie, dans le Parlement régional, et on espère qu'ils vont aussi entrer dans le reste des institutions dans 2 mois que l'on a tous les restes des élections. Et ce parti est entré avec un pourcentage pas petit dans le Parlement de l'Andalousie. Pas petit, ça veut dire 15%, je crois. Alors, c'est pas mal du tout. Et le mouvement féministe de l'Andalousie a appelé à une mobilisation féministe en solidarité avec les femmes de l'Andalousie, les femmes et les personnes LGBTQ. Alors, elles sont appelées à un jour de mobilisation en solidarité avec les femmes et les personnes LGBTQ de l'Andalousie, en comprenant que le fascisme est contre nous. Notre existence, même notre existence, n'est pas bon pour le fascisme. Alors, le slogan de ces mobilisations a été ni un paso atrás. Pas un pas en arrière. Pas un pas en arrière, ni un paso atrás. C'est un slogan aussi de lutte sociaux très connu
en espagnol, Ni un paso atrás. Il y a eu des mobilisations solidaires presque dans chaque ville de l'Espagne, organisées par les mouvements féministes. Alors ça nous donne aussi une expérience très intéressante de la potence que l'on a pour ça. Et bon, sur les liaisons internationalistes, dans notre réseau de coordination nationale et statale, nous avons une commission internationale. Nous avons une commission internationale composée par 3 types de personnes, on peut dire. Des femmes des mouvements de la grève féministe dans l'État espagnol qui vont faire un travail internationaliste, des femmes espagnoles qui sont exiliées et migrantes dans des autres pays, alors, et qui sont organisées dans des groupes de femmes espagnoles pour organiser la grève dans des autres pays, mais aussi des femmes, des féministes des autres pays. Par exemple, il y en a des camarades de Toulouse qui sont membres de la Commission internationale. Il y en a des camarades de plusieurs des pays qui sont membres de la Commission internationale, et ça nous permet d'être en contact permanent entre nous. Et dans notre dernière rencontre nationale de la grève féministe à Valence en janvier, nous avons eu beaucoup de camarades des autres pays qui ont été invités à venir. Par exemple, Aria était là, mais aussi des camarades de l'Italie et de la Turquie même, de plusieurs des pays qui sont venus nous raconter leur expérience. Pour nous, c'est ça la manière dans laquelle nous travaillons. Et il y en a aussi dans le réseau national, il y en a une commission migrante. Pas des femmes espagnoles migrées, mais des migrants qui habitent dans l'État espagnol et qui font un vraiment bon travail antiraciste. Bon, sur la question de l'anticapitalisme, je crois qu'il y a quand même une grosse différence politico-culturelle entre les pays du sud d'Europe comme l'Espagne et l'Italie et des pays comme la Belgique ou la Suisse en prononçant ce mot-là. Donc pour nous, ce n'est pas du tout un tabou, ça appartient à notre culture politique de parler d'anticapitalisme dans des couches quand même très larges de la société. Ça ne fait pas du tout scandale. Et dans ce mouvement de femmes, c'est un peu comme disait Julia, donc c'est des femmes qui n'ont pas la situation de pouvoir revendiquer une augmentation salariale comme priorité. Il y a beaucoup d'autres choses qui viennent avant, et là on en parlera aussi dans l'atelier. Donc il y a des revendications qui ont à voir avec la défense de la vie, des conditions de vie qui ne se situent pas au niveau du salaire. Mais là, je ne vais pas amplifier maintenant, on va en parler. Je fais un peu de pub pour l'atelier qu'il y aura après. Bon, c'est ça. La troisième chose, c'était quoi? À l'antifascisme, j'en ai déjà parlé. Je ne vais peut-être pas prendre du temps là-dessus. Ça aussi, bon... malheureusement ça nous appartient depuis quelques années, parce qu'en Italie on a quand même des groupes fascistes actifs, à part le parti de droite ou extrême droite qui est au gouvernement, de droite plutôt je dirais. Bon, donc ça fait inévitablement partie de notre lutte politique générale, et là aussi donc, c'est le mouvement féministe qui réussit à dépasser certains clivages et certaines divergences au niveau militant, et qui parvient à mobiliser.
En Belgique, anticapitalisme, donc souvent c'est considéré comme un gros mot, vraiment. Mais même plus, c'est pas seulement anticapitalisme, je dirais même c'est le mot politique est hyper difficile à placer dans les mouvements et parallèlement à ça, le mot citoyen est hyper à la mode. Donc, c'est vraiment, il y a un parallèle à faire et c'est vrai que ça pose la question de la conscience de classe. Que ça se pose fortement par rapport au féminisme en Belgique, dans un pays où je crois qu'il y a un peu cette idée de « Ah, mais chez nous, tout va bien ». Ben oui, les femmes du Sud se mobilisent, mais nous, en fait, on a déjà acquis tous les droits. Donc c'est un petit peu toujours ces clichés-là qui sont à déconstruire dans le mouvement féministe. Et ça pose aussi la question de la composition du mouvement et de où il est parti. Et donc là, je crois qu'il y a des situations très très différentes selon les pays. Moi, je vous ai parlé du collectif 8 Mars. L'initiative, c'était un petit groupe au départ qui partait, mais plutôt du milieu universitaire, qui a lancé un appel. Et donc cette année-ci, ça a été spectaculaire de voir que ça a réussi à rassembler large. Le fait que les syndicats soutiennent, ça a permis d'élargir aussi les personnes à qui on s'adresse. Le fait de vouloir placer des thématiques intersectionnelles dans le mouvement, ça a permis d'inviter des personnes qui sont dans des mouvements anticolonialistes, qui sont dans des mouvements antiracistes, et de permettre qu'elles fassent partie du mouvement et qu'elles prennent de la place. Mais voilà, c'est toutes des questions effectivement qui sont intéressantes à soulever par rapport à l'origine du mouvement et à la conscience de classe aussi. Et effectivement, vu que je crois que toute la vague après le MeToo a joué un grand rôle, la question des violences est centrale dans la mobilisation des femmes. Mais donc tout l'enjeu, c'est de rendre cette question-là politique et de passer justement de réussir à faire passer cette idée que le privé, le personnel est politique. Et donc après, dans le mouvement, c'était hyper comique parce que moi, je me souviens très bien du jour où il y a eu un énorme débat sur le mot anticapitaliste et où en fait, la même fille qui était une des plus virulentes par rapport à ce mot-là, ce jour-là, a elle-même créé une affiche magnifique pour dire « Le 8 mars, je fais une grève, c'était... anticapitaliste, antiraciste et sans frontières. » Mais c'est elle qui l'a écrit, c'est elle qui a fait son affiche. Donc en quelques mois, il y a eu une politisation énorme et qui en fait consistait à donner du sens à ce mot-là et à ce que ce soit pas juste un mot, mais à y mettre un contenu et à le construire ensemble. Mais c'est pas fini, hein. Et on n'a pas... c'est pas fini, j'ai pas encore beaucoup de recul parce que on est le 6 avril, ça fait pas encore un mois. On est encore en train d'analyser tout ça. Et par rapport à l'antiracisme, moi je crois très très fort au fait que la présence des personnes racisées permet à d'autres personnes racisées de sentir qu'elles ont leur place dans le mouvement et que du coup c'est vraiment aussi un enjeu de réussir à rallier toujours plus de personnes pour créer un espace aussi safe pour les personnes concernées où elles ont vraiment véritablement une place et pas juste servir d'exemple pour dire qu'elles sont là ou se sentir même menacées parce que dans le cas de l'islamophobie c'est ça, dans les milieux féministes souvent les personnes les femmes musulmanes se sentent souvent menacées d'aller dans ces milieux-là parce qu'elles ont peur d'être agressées parce que c'est souvent le cas en fait. Voilà, je vais passer la parole à toi. Je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport le contexte suisse, mais je trouvais ça intéressant ce que tu avais dit, Pauline, sur la base sociale, la composition sociale de votre mouvement. Chez nous, c'est un peu pareil comme en Belgique. On se rend compte en fait que les personnes qui se réunissent tous les mois, c'est quand même des personnes universitaires qui sont déjà sensibilisées à ces questions-là, les personnes organisées et politisées. Donc, il s'agit des syndicalistes, des militants de plusieurs partis. Donc, et pour nous, on rêverait, c'est vraiment maintenant, et puis je fais aussi l'appel à toutes les personnes qui se mobilisent pour la grève en Suisse, de passer maintenant à cette étape de la diffusion, d'aller vraiment dans les quartiers populaires, d'aller chercher ces femmes, aller à la rencontre, parler avec de leurs conditions de travail, vulgariser aussi, parce qu'on a un langage quand même assez universitaire. Je pense qu'il faut vraiment traduire toutes les revendications qu'on les a mises là, dans les situations concrètes, sur le lieu de travail, à la maison, dans les conditions de tous les jours. Donc nous encore, c'est une critique aussi, mais on a beaucoup de travail à faire et puis on espère pouvoir mobiliser largement pour les 2 mois qui nous restent, mais on verra ce que ça va donner.